Bonjour. À l'occasion de la journée mondiale consacrée à la maladie d'Alzheimer, Agnès Renard et moi-même avons invité le professeur de la Salpêtrière, Bruno Dubois. Bruno Dubois est non seulement professeur à la Salpêtrière, mais il est également directeur de l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer. Professeur, vous avez également écrit un livre paru l'an dernier, La vérité sur la maladie du siècle. Agnès, c'est à vous que je laisse le soin de poser la première question au professeur Dubois. Cher professeur, vous êtes neurologue mondialement connu. Vous avez beaucoup contribué à définir la maladie. Pouvez-vous nous dire ce qui caractérise cette maladie par rapport aux autres démences ? La question est intéressante. Comment la définir ? Elle est définie, je dirais, à la fois par une présentation clinique très spécifique que nous avons décrite, vous avez raison, et qui se caractérise par un certain type de trouble de mémoire. On ne va pas entrer dans les détails, mais ce n'est pas n'importe quel trouble de mémoire. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quoi. C'est une maladie qui a une présentation, ce qu'on appelle un phénotype, qui est assez spécifique. Alors, au début, c'est les troubles de mémoire, et puis après, petit à petit, il va y avoir des troubles du langage, il va y avoir des troubles de l'orientation, et on va voir petit à petit, si vous voulez, s'enrichir le tableau, jusqu'à entraîner des troubles du comportement, des troubles du caractère, et retentir sur l'autonomie. Et c'est à partir du moment où il y a ce retentissement sur l'autonomie que l'on définit, nous, en médecine, ce qu'on appelle la démence. La démence, c'est un terme affreux, parce qu'il est mal compris dans le sens commun. En réalité, pour le médecin, la démence, c'est quelqu'un qui a perdu son autonomie. Si je ne suis plus capable d'aller et venir, de m'occuper des courses, faire un numéro de téléphone, me déplacer, etc., si je dépends de quelqu'un pour ces gestes de la vie quotidienne, je suis dément. Eh bien, vous voyez là la progression, si vous voulez, et l'extension des symptômes, et qui est liée à la progression et à l'extension des lésions. Et donc, pour définir la maladie, c'est un ensemble, c'est-à-dire il y a une relation entre une histoire naturelle de la progression des lésions et qui, à chaque fois qu'elles vont toucher des régions différentes, vont s'accompagner de symptômes spécifiques. Voilà. Alors, là, il faudrait donner quelques chiffres. Oui, alors les chiffres, c'est aujourd'hui 850 000 sujets en France touchés par la maladie d'Alzheimer. Vous imaginez le nombre de familles qui sont impactées, bien sûr. Et alors, dans le monde, aujourd'hui, c'est 35 millions, avec des perspectives, malheureusement d'une extension très importante, et notamment du fait de la vieillissement de la population générale mondiale, et en particulier de l'Afrique, car l'Afrique est en train de rattraper, si vous voulez, le retard qu'elle avait dans l'âge moyen. Et donc, l'Afrique va arriver, dans les années qui viennent, à ce seuil où la maladie devient fréquente et apparaît. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore dans les radars, je dirais, de l'épidémiologie mondiale, mais dans quelques années, malheureusement, l'Afrique va rejoindre les grands pays qui sont frappés par ce fléau. Et la moitié des cas concernent l'Asie, et aussi il y a davantage de femmes qui sont touchées, je crois. Alors, vous avez raison. Il y a un petit désavantage pour le sexe féminin. Il y a une plus grande fréquence de cette maladie chez la femme, pour des raisons qui ne sont pas toujours parfaitement saisies. Une des raisons, et ça me permet, si vous voulez, d'aborder tout de suite une question dont on parlera probablement après, un sujet dont on parlera probablement après, une des raisons, c'est que les femmes qui sont en âge d'avoir la maladie aujourd'hui sont des femmes qui, le plus souvent, ont été un peu moins poussées sur le plan scolaire. Et vous savez qu'il y a une inégalité entre l'homme et la femme par rapport à la scolarisation dans certains pays. Et donc, ça pourrait faire que, si vous voulez, elles ont moins développé ce réseau synaptique au cours de l'enfance qui permet de retarder l'entrée dans la maladie. Et là, on touche du doigt quelque chose qui est très complexe, c'est que je ne dis pas qu'elles ont plus souvent la maladie. Il y a une égalité de risque par rapport aux lésions. Mais une fois qu'on a les lésions, on peut éventuellement déplacer le curseur de l'expression des symptômes en rapport avec les lésions. Si bien que quand vous avez ce qu'on appelle un niveau d'éducation, un niveau de scolarisation élevé, vous allez développer tout ce matelas synaptique de connexion entre les neurones qui fait que vous allez probablement retarder un peu l'entrée dans la maladie. Voyez. Et donc là, on touche du doigt quelque chose qui est assez subtil, mais que probablement le niveau d'éducation permet de retarder l'entrée et donc de faire
de donner l'impression que la maladie est moins fréquente. Y a-t-il une tranche d'âge où la maladie évolue plus vite? Alors, la question est également très intéressante parce que c'est l'occasion de rappeler que la maladie, bien sûr, touche la personne âgée, on le sait bien, mais touche aussi la personne plus jeune. Et il y a par exemple en France, on considère qu'il y a au moins 20-25 000 sujets qui ont la maladie d'Alzheimer et qui ont moins de 60 ans. Et moi-même, en tant que neurologue, et puis en tant que responsable du Centre national de référence malades jeunes et démence rare et précoce, donc les 2 centres nationaux, eh bien, on voit ces patients qui ont 55, 58 ans, qui ont des jeunes enfants encore, ou des enfants en scolarité, qui ont des responsabilités professionnelles, et chez lesquels on voit cette maladie s'installer et modifier complètement, si vous voulez, le statut de la personne dans le périmètre social, dans le périmètre familial. Alors, la question, c'est est-ce que cette maladie évolue plus vite? Je dirais que la maladie d'Alzheimer évolue à peu près à la même vitesse qu'elle survienne chez quelqu'un de jeune ou chez quelqu'un âgé. Ce que l'on voit chez la personne âgée, il y a des formes un peu différentes qu'on est en train de décrire, la late notamment, et qui ont une évolution beaucoup, beaucoup plus lente. Et qui restent, et ça c'est intéressant, on voit que lorsque la maladie survient chez une personne âgée, voire très âgée, il y a un syndrome amnésique qui est important, mais vous voyez que par rapport au modèle que j'ai présenté au début, on ne voit pas l'extension, ça reste, je dirais, assez bien focalisé et assez bien enquisté autour de la mémoire. Il y a un syndrome amnésique sévère, des gens qui ont des difficultés même de s'orienter dans le temps et dans l'espace. Mais dans un écosystème qui petit à petit s'est installé autour d'eux, eh bien finalement ils arrivent à vivre assez bien cette situation. Ils ne sont pas gênés plus que ça. Et donc on a l'impression qu'il y a cette forme, ce qu'on appelait avant la démence sénile, quoi, la forme de la personne âgée, ce qu'on appelait la presbyophrenie. Vous voyez, c'est une forme de personne âgée, voire très âgée. Finalement, ça reste compatible avec une certaine vie au domicile. Est-ce qu'il y a eu un espoir de traitement? Alors oui. Alors il y a beaucoup d'espoirs de traitement. Ces espoirs ont été très échaudés au cours de ces dernières années, puisque on a, pour résumer, on a des médicaments maintenant qui cherchent à casser, si vous voulez, la cascade biologique de la maladie. C'est-à-dire on connaît la cascade biologique, pour schématiser, si vous voulez, on ne connaît pas la cause, on ne connaît pas A, mais on connaît B qui déclenche C, qui déclenche D, on connaît toute cette cascade. Et on peut bloquer cette cascade à différents points. L'idée étant que si on bloque la cascade à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, on va empêcher l'apparition des symptômes, puisque les symptômes, c'est, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le point final de cette cascade. Eh bien, le paradoxe, c'est qu'on a des médicaments qui bloquent la cascade. Et malheureusement, alors qu'ils bloquent la cascade, qu'on a moins de lésions dans le cerveau, parce qu'on peut maintenant quantifier les lésions dans le cerveau, alors que ces médicaments diminuent le nombre de lésions dans le cerveau, on n'a pas d'effet sur les symptômes. C'est extrêmement troublant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit que notre hypothèse n'est pas la bonne, soit que lorsque les gens ont les symptômes, les lésions sont déjà tellement abondantes qu'on ne peut pas espérer avoir un effet sur les symptômes parce qu'il y a trop de lésions dans le cerveau. Et c'est cette explication que l'on propose. C'est la raison pour laquelle maintenant on étudie ces mêmes médicaments chez des gens beaucoup plus précoces par rapport à la maladie. Et vous voyez, vous entendez parler de cette démarche qui vise à faire un diagnostic le plus précoce possible. C'est pour ça, c'est parce qu'on se dit que finalement, c'est à ce moment qu'il faudra essayer ces médicaments. Et bonne nouvelle, l'année dernière, on a eu pour la première fois l'annonce qu'un médicament comme cela, dont on sait qu'il agissait sur les lésions, s'est accompagné d'une amélioration des symptômes. Voilà. Donc on est sur le chemin. C'est la raison de ces nouvelles un petit peu positives et optimisantes. Mais on est sur le chemin. C'est compliqué parce que malheureusement, 2 études ont été réalisées avec ce médicament. L'une est positive, l'autre est négative. Donc voilà, alors, on est au milieu du gué. Mais quand même, c'est une bonne indication. On a des médicaments qui marchent sur les lésions, ça c'est sûr, et qui semblent agir et améliorer les symptômes. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, une dernière question sur le traitement. On va parler du diagnostic, mais est-ce qu'on peut dire qu'on va ralentir la maladie mais ne pas la guérir? Est-ce que c'est bien ça que vous avez dit?
Ou est-ce qu'on a un espoir de guérir un jour? Alors, quand la maladie est installée, on espère la ralentir. Aujourd'hui, la ralentir, peut-être même la stopper, mais on ne pourra pas revenir en arrière. C'est la raison pour laquelle la réflexion qu'on a aujourd'hui est sur un autre modèle, c'est d'essayer de repérer les gens qui ont les lésions avant qu'ils aient les symptômes. Alors c'est toute une approche, car on peut, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on pouvait visualiser les lésions, et quand on sait que les lésions sont présentes 10 à 15 ans avant les symptômes, il y a donc une période pendant laquelle on pourrait identifier les porteurs de lésions avant qu'ils aient les symptômes, et si les médicaments dont je vous parle, qui agissent sur les lésions, peuvent à ce moment-là agir, eh bien on retardera l'entrée dans la maladie. On empêchera peut-être même la maladie. Voilà un peu l'enjeu aujourd'hui. Alors, c'est de la recherche. Parce que, si vous voulez, le fait d'identifier les lésions ne veut pas dire qu'on aura forcément la maladie. Ah. Et c'est tout l'enjeu, si vous voulez, sur lequel moi je travaille avec mon équipe, c'est de lutter contre cette idée qu'il faut maintenant aller chez tout le monde, voir s'ils ont des lésions, parce qu'on se dit, s'ils ont des lésions, ils ont la maladie. Non. Ils ont des lésions, il faut encore montrer que le fait d'avoir des lésions entraîne forcément et formellement l'entrée dans la maladie. Parce qu'à ce moment-là, le risque, c'est de traiter des gens normaux qui n'auraient peut-être jamais développé la maladie avec des médicaments qui sont potentiellement dangereux, ou tout au moins agressifs, c'est pas rien. Bon. Donc, vous voyez, il y a des enjeux éthiques et scientifiques qui sont d'un très haut intérêt, et nous, c'est le moment. On travaille là-dessus, on a, grâce au soutien de l'ICM, de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, on a pu, et de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer, les deux qui se sont beaucoup engagés là-dessus, on a pu, si vous voulez, avoir un suivi d'une cohorte de gens âgés, normaux, qui ont accepté qu'on recherche les lésions, la maladie d'Alzheimer dans leur cerveau. 28% de ces sujets, il y en avait 318 en tout, 88 qui étaient positifs, qui avaient des lésions, mais ils étaient tous normaux, vous avez bien suivi. Eh bien, sur les 88 qui avaient les lésions, donc on les a suivis, on les suit depuis 5 ans maintenant, eh bien après 5 ans d'évolution, alors qu'ils sont maintenant en moyenne 81 ans, seuls 15 ont développé la maladie. Ce qui veut dire qu'il y en a 73 qui sont âgés, qui ont les lésions et qui ne développent pas la maladie. Donc vous voyez, ça pose la question. Quels sont les premiers symptômes? Alors les premiers symptômes, il faut faire très très attention, c'est la plainte. Si vous voulez, c'est quand même le trouble de mémoire, parce que ça débute au niveau de l'hippocampe, donc c'est la mémoire, mais il faut bien faire la part des choses entre une plainte banale, qui est la plainte attentionnelle. J'oublie mes lunettes, j'oublie mon journal, j'oublie les clés, etc. J'oublie votre nom. Votre nom, etc. Parce que si vous voulez, là, on n'est pas forcément attentif à l'endroit. Là, j'ai laissé mon cartable, je ne sais pas où je l'ai laissé, je suis arrivé, je l'ai posé quelque part. Il est là. Bon, mais vous voyez, mais je n'ai pas fait attention où je l'ai mis, parce que mon attention était occupée à vous voir, à vous demander comment ça allait se passer, etc. Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est bien faire la part des choses entre le trouble attentionnel, parce qu'on ne fait pas attention aux choses banales, et ce sont ces choses quotidiennes. L'emplacement du journal, l'emplacement des clés, l'emplacement de la voiture, des choses banales, mais on ne fait pas attention. Et donc, on interprète ça comme un trouble de mémoire. En revanche, il y a le trouble de mémoire qui est le fait de ne pas enregistrer une information qui est je dirais, importante pour soi-même. Par exemple, ce rendez-vous. Bon, je savais que c'était aujourd'hui à telle heure. Bon, j'aurais pu demander à mon épouse à quelle heure je dois aller à cette émission. Il dit à 11h. Bon. Et puis si au bout d'un quart d'heure après, je lui repose la même question, là, elle va se dire c'est pas normal, parce que c'est quelque chose qui l'importe. Il me pose la question. Donc c'est finalement l'entourage qui va être inquiet, parce que le sujet repose plusieurs fois les mêmes questions, ou parce que le sujet se répète. Vous voyez, ce sont deux signes qui alertent l'entourage. Et finalement, de façon très schématique, on pourrait séparer deux situations. Le sujet qui s'inquiète
parce qu'il perd les choses en permanence, mais c'est des choses banales, et c'est un trouble attentionnel, et l'entourage qui s'inquiète parce que la personne démontre des signes de dysfonctionnement mnésique qui sont préoccupants. Voilà. Parlons un peu de prise en charge, de parcours de soins. Pouvez-vous nous raconter comment ça se passe aujourd'hui lorsque vous recevez un malade avec son conjoint, sa famille? Quel est le parcours en 2020? Alors, le parcours, c'est d'abord un parcours diagnostique. Il y a 2 étapes. Il y a l'étape du diagnostic, c'est-à-dire qu'il faut établir que les troubles présentés par le sujet sont bien en rapport avec cette maladie. Donc il va falloir faire des tests de mémoire qui vont caractériser ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la spécificité des troubles de mémoire, faire l'inventaire des autres fonctions cognitives touchées, et puis quand même faire un bilan complémentaire pour s'assurer que ce n'est pas dû à autre chose. On va faire certainement une IRM pour voir s'il n'y a pas des petits accidents vasculaires du cerveau qui peuvent être responsables des troubles cognitifs. Voilà, un bilan minimum, une prise de sang, voilà. Et ça, généralement, ça suffit pour être pratiquement sûr que c'est la maladie. Pour une raison ou pour une autre, si on veut être certain, on ira jusqu'à la ponction lombaire, où là, on aura la signature biologique de l'anomalie. Et là, on pourra affirmer que c'est une maladie d'Alzheimer. Mais on le fait que dans des cas particuliers, lorsqu'il y a un besoin d'identifier formellement le diagnostic. Une fois qu'on a fait le diagnostic, il faut annoncer le diagnostic au patient et à la famille. Je vois lever les yeux, vous avez raison, c'est une sourcil, vous avez raison, c'est un vrai sujet. Comment est-ce qu'on fait l'annonce? Il y a toute une réflexion aujourd'hui autour de l'annonce. Nous, médecins français, on a tendance à être très, très prudents dans les annonces. Très prudents dans les annonces aux malades, parce qu'il peut y avoir des réactions très, très lourdes, psychologiques, même physiques. Il peut y avoir enfin, c'est vraiment un sujet de préoccupation. J'ai plutôt tendance à bien l'annoncer aux familles et à être plus prudent dans les annonces aux patients. Voilà, donc la deuxième période, c'est l'annonce. Et puis après, il faut accompagner. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des pratiques qui vont permettre à la famille et aux patients de se reposer, vous voyez, sur un certain nombre de ressources qu'on va mettre à leur disposition. Alors, des ressources autour de l'orthophonie, des ressources autour on appelle ça les équipes spécialisées Alzheimer qui vont venir au domicile, voir s'il y a des choses que l'on peut faire, etc. Il y a tout un tas de ressources qu'on peut activer, des auxiliaires de vie, etc., qui vont petit à petit, si vous voulez, accompagner le patient dans sa maladie, lui permettre de rester le plus longtemps possible au domicile et surtout de soulager l'entourage. Et de loin en loin, tous les 6 mois, je revois les patients, non pas pour reposer la question du diagnostic, le diagnostic a été posé, c'est fini, mais pour évaluer, je dirais, le retentissement sur l'entourage. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux périodes. Il y a la période où on s'occupe particulièrement du malade pour caractériser la maladie, et après, il y a une période, c'est la période où on s'occupe plus particulièrement de la famille pour évaluer, si vous voulez, le burden, le fardeau, le poids que représente cette prise en charge, et trouver à ce moment-là des solutions pour soulager, autant que faire se peut, la famille, l'entourage, le projet étant quand même, dans la mesure du possible, que le patient reste le plus longtemps possible au domicile, ce qui est le souhait du patient généralement, le souhait de la famille, et je dirais le souhait de la société, parce que ça coûte beaucoup moins cher à la société si les gens restent au domicile que s'ils sont pris en charge dans des soins de suite. Et c'est possible jusqu'à quelle évolution de la maladie de rester à domicile? Alors, ça dépend de la forme des symptômes. Si le patient est agressif, s'il a des troubles sphinctériens, s'il est fugueur, là, ça va être très très difficile de le garder à la maison. Si en revanche, il n'a pas ces difficultés-là, et c'est comme je vous le dis, il y a une sorte d'écosystème qui se met en place, il y a un conjoint qui va être complètement aspiré par la prise en charge, parce que c'est du 100%, comme disent les jeunes, c'est du H24. C'est du H24. Ça peut provoquer une dépression chez le conjoint. Vous avez raison, et c'est un point qui est très, très, très
très bien noté, c'est qu'il y a une augmentation de la comorbidité, et notamment dépression, chez les conjoints. C'est très lourd, parce que c'est une présence de tous les instants. Ce que nous disent les familles, toujours, c'est que quand je vais aux toilettes, il est là, il me dit « mais où es-tu » Quand je sors acheter le pain, « mais pourquoi tu me laisses seul ?» etc. C'est une sorte de pression de tous les instants qui est lourde pour les entourages. Est-ce que la formation des infirmières a évolué, puisqu'elles ont un rôle clé dans cette prise en charge médico-sociale avec les auxiliaires de vie? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des évolutions dans ce domaine, qu'on est mieux formé aujourd'hui et qu'on est plus à même d'aider l'entourage et la famille? Oh oui, certainement. Oui, les infirmières, les auxiliaires de vie, il y a eu beaucoup de ressources qui ont été développées au cours des plans successifs, et notamment, il faut le reconnaître, le plan Sarkozy, le plan présidentiel de 2008 ou 2009, c'est ça, 2009-2012, qui a donné beaucoup d'argent pour justement tout ce qui a été pris en charge. Oui. Et si vous aviez une chose à changer, qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque en fait dans l'arsenal? Ce pourquoi je milite aujourd'hui, ce sont les centres de prévention de la démence. Je crois que c'est le moment de sensibiliser à la fois les professionnels de santé et aussi les sujets, qu'il y a des mesures dont on est en train de montrer que quand elles sont appliquées relativement tôt dans la vie, elles ont un impact sur le moment où on va rentrer dans la maladie d'Alzheimer. Et quelles sont les idées fausses les plus répandues sur la maladie d'Alzheimer? Alors là, j'ai écrit dans mon livre, il y a 40 pages là-dessus. Il y a pratiquement que des idées fausses. Que c'est dû à la pollution, que c'est dû à une infection, que c'est dû je ne sais quoi, et qu'il faut manger des graines de je sais pas quoi, de papaye ou je sais pas quoi, de l'huile de noix de coco, deux cuillerées de l'huile de noix de coco fait que ça guérit la maladie. Enfin, c'est extraordinaire. Il faut aller quand j'ai écrit mon livre Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle, eh bien je me suis amusé, si vous voulez, aller sur Internet pour faire pour répertorier toutes les sottises qu'on peut y lire. C'est hallucinant. Alors un conseil peut-être, si on veut de l'information validée, quelle est la source finalement? Si nos téléspectateurs veulent se renseigner, allez sur le site de la Société Savante. Achetez le livre. Achetez le livre, ça c'est sûr. C'est sûr. Et puis sinon, non, vous avez sur Internet. Les associations, la Fondation pour Recherche sur Alzheimer, la FRA, diffuse des documents. On peut avoir une bonne information, c'est sûr. On peut trouver de l'information validée. Mais en tout cas, en l'absence de symptômes, il n'est pas besoin d'aller régulièrement chez son neurologue pour... Sûrement pas. Vous avez raison de poser cette question, parce que quand on développe cette idée, si vous voulez, d'une phase préclinique, on crée un peu l'idée qu'il faudrait essayer de la repérer. Non, c'est de la recherche. Non, tant qu'on est bien, on ne s'inquiète pas. Moi, je passe mon temps à perdre, à chercher mes clés en tout cas, chercher mon téléphone portable. Je suis très tête en l'air en plus, donc je sais ce que c'est et je ne m'inquiète pas pour autant. Vous me direz, j'ai peut-être tort, mais laissez-moi penser que je n'ai pas tort et que tout va bien. Je vous remercie. Peut-être qu'en conclusion, vous pourriez nous dire ce qui vous a poussé à écrire ce livre. Est-ce qu'il y a une idée centrale dans ce livre et quelle est-elle? Merci de me poser cette question. J'ai voulu, si vous voulez, peut-être, parce que je suis un peu contraint dans la maladie d'Alzheimer, mais en réalité, ce qui m'intéresse, c'est le cerveau. Et j'ai été heureux à cette occasion d'expliquer ce qu'est le cerveau, comment ça fonctionne, parce que je trouve que c'est un organe absolument prodigieux qui malheureusement se dysfonctionne dans la démence, mais la démence est une façon aussi d'expliquer ce qu'est le cerveau. Voilà, donc ce qui m'intéressait, c'était peut-être de resituer, je dirais, le dérèglement dans le cadre du fonctionnement général de cette structure merveilleuse et qui fait que nous faisons, comme un certain nombre d'entre nous, nous avons choisi d'être neurologues parce que nous sommes fascinés
par ce qui est peut-être la chose la plus extraordinaire au monde, c'est quand même le cerveau. Et comme je le dis, ça pèse 1,2 kg, 1,3 kg, comme disait Coluche, ça tient dans la main. C'est 80% d'eau, c'est une grosse méduse. Et cette méduse, elle nous fait marcher, elle nous fait danser, elle nous fait chanter, elle nous fait vivre, elle nous fait aimer, elle nous fait avoir de la souffrance, avoir de la joie, elle nous fait écrire, elle nous fait penser, avoir des idées, être poète, elle nous fait ça. Et toute action qu'un ordinateur de la taille de la tour Montparnasse ne pourrait pas réaliser. Voilà, il y a un mystère extraordinaire. Voilà, et ben c'est ce mystère qui est à l'origine de la motivation pour un certain nombre d'entre nous de s'intéresser à la neurologie. Est-ce que vous avez encore une question, Agnès ? Merci pour ce formidable partage d'expérience et je vous invite à lire le livre que j'ai lu l'année dernière et donc c'est vraiment passionnant et ça permet vraiment de dépasser toutes les idées reçues que nous pouvons avoir. Merci Agnès, beaucoup. merci beaucoup professeur Duroy. Merci.